On peut être excellent techniquement, avoir un code parfait, et rater complètement son entretien pour des raisons totalement invisibles. Ouais, c'est le cauchemar de plein de candidats. Des développeurs qui ont largement le niveau, mais qui ratent leur recrutement sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans notre plongée au cœur du recrutement tech. Parce que dans cette exploration, on va faire vivre à ceux qui nous écoutent un vrai entretien de développeurs, de l'intérieur. Exactement. Et ensuite, on va décortiquer toutes ces petites erreurs que presque tout le monde fait. Des erreurs qui n'ont absolument rien à voir avec le code, en fait. C'est ça qui est fascinant. On a une source incroyable aujourd'hui. C'est un document d'expertise rédigé par un coach cognitif spécialisé dans la tech. Et il nous montre pourquoi le vrai sujet, c'est pas la technique pure. C'est la communication, c'est la gestion du stress, la capacité à se projeter. Tout à fait. Parce que on a souvent cette image du dev qui doit juste prouver qu'il sait coder, tu vois. Mais les recruteurs regardent des signaux beaucoup plus subtils. Du coup, pour rendre ça super concret, on va suivre le cas de Julien. Le document utilise ce prénom pour illustrer le candidat typique. Julien, c'est un développeur full stack, React et Node.js. Il a 4 ans d'expérience. Sur GitHub, c'est du solide. Ouais, un profil vraiment classique mais robuste, quoi. Et là, il postule dans une scale-up parisienne. Une boîte de 80 personnes en pleine accélération. Il y a de l'enjeu. Il y a beaucoup d'enjeux. Et on va voir qu'il va faire des erreurs très surprenantes. Genre, utiliser trop de jargon avec les ressources humaines, paniquer malgré son bon niveau, ou même donner une mauvaise impression juste à cause d'un silence. Un simple silence. Ouais, ça paraît fou, mais c'est mortel en entretien. Bon, on passe à la pratique. On s'immerge directement dans la pièce où se déroule l'entretien de Julien. Allez, on ouvre la porte. Première phase, il a 30 minutes avec Marie, la responsable RH. Ambiance plutôt détendue, j'imagine? Ouais, très bienveillante. Le document décrit Marie comme attentive. Elle commence avec la question la plus basique, la plus attendue au monde. Elle lui dit « Parlez-moi de votre parcours ». Ok, facile. Il a juste à raconter son histoire. Sauf que là, Julien, il démarre au quart de tour. Il commence à lister frénétiquement toute sa stack technique. Il lui parle de Node.js, d'architecture microservices, de Redux Toolkit. Il enchaîne sur les hooks, une mémoisation. Attends, à la RH? Mais oui. Et là, le coach note un truc crucial. On remarque que la RH, elle décroche complètement du regard. À chaud. C'est l'erreur classique, ça. Mais bon, l'entretien continue. Ensuite, Marie essaie de comprendre pourquoi il veut quitter son entreprise actuelle. Et là, deuxième dérapage. Julien se justifie en disant qu'il s'ennuie techniquement, qu'il tourne en rond. Et surtout, il commence à critiquer le niveau de son équipe actuelle. Il dit « Ouais, ils sont pas très bons, je dois tout porter ». Oh là là, le drapeau rouge écarlate. Quelles sont ses ambitions à long terme? Et il répond quoi, oui? Il répond juste je verrai. Je verrai, juste ça. Juste ça. Un vague je verrai. Il refuse de se projeter. Et pour couronner le tout, à la fin de l'échange, quand elle lui demande s'il a des questions, il demande rien sur l'équipe, rien sur l'intégration. Il demande juste vous êtes sur quelle version de React? C'est fou. En 30 minutes, il a réussi à cocher toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire, sans faire une seule erreur technique. Exactement. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend absolument pas compte. Bon, on passe à la deuxième partie de l'entretien. L'ambiance change radicalement. On passe avec Nicolas, le lead dev. Ouais, fini la bienveillance RH. Là, on est sur de l'exigence directe. Un ton neutre, carré, professionnel. Le document raconte que Nicolas pose une question d'algorithmique simple. Un truc très classique. Trouver 2 éléments dans un tableau dont la somme donne une certaine valeur. Pour un mec qui a 4 ans d'expérience, c'est censé être une formalité. Sauf que là, blocage total. Le coach décrit la scène, c'est terrifiant. Julien fixe le plafond, il commence à tapoter son stylo sur la table, et surtout, il y a ce long silence. Ce silence de plusieurs secondes, c'est le malaise absolu dans la pièce. Tu le ressens presque en lisant le rapport, quoi. Mais ouais. Et après ça, quand la discussion reprend enfin, Nicolas l'interroge sur ses choix techniques. Il lui demande pourquoi il utilise systématiquement Redux. Et Julien se braque. Il le défend de manière hyper rigide. Il lâche un truc du genre c'est une bonne pratique de l'industrie, moi j'aime bien travailler comme ça. Moi j'aime bien. Devant un lead dev qui essaye de te challenger. Ouais. Fermeture totale. Et ça continue. Nicolas évoque Kubernetes pour voir s'il est curieux sur l'infrastructure. Et Julien dit non. Juste non. Sans aucune question derrière. C'est ça. Pas un gramme de curiosité. Et le coup de race, c'est sur l'update technique. Nicolas lui demande comment il priorise le refactoring par rapport aux nouvelles fonctionnalités.
Ah, la vraie question de senior. Et Julien répond selon le temps disponible. Aïe. Et bien sûr, à la fin, 0 question sur l'architecture de la boîte ou les défis techniques de la scale-up. L'entretien se termine là-dessus. Le crash est total. Et c'est un crash invisible. Parce que sur le papier, ces réponses techniques n'étaient pas fausses. Redux, ça s'utilise. Le temps disponible, c'est une réalité. Mais le signal envoyé est désastreux. Alors justement, c'est l'heure du recadrage. Faut qu'on analyse ça. Julien a le niveau technique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des recruteurs? Reprenons l'entretien RH avec Marie. La première erreur, c'est ce jargon, ce déballage technique. En fait, c'est ce que le coach appelle le biais d'expertise. C'est un mécanisme psychologique très puissant. Julien, il est stressé. Et son cerveau se dit « je dois prouver ma valeur ». Donc il utilise la seule arme qu'il maîtrise à fond, la technique. Il croit que technicité égale persuasion. Mais du côté de la RH, ça donne quoi? Marie, elle retient juste une chose. Une incapacité totale à communiquer. Elle se dit, si ce gars doit parler à l'équipe produit ou au marketing, on va droit dans le mur. Parler trop technique à une RH, ça rend pas impressionnant, ça rend difficile à comprendre, tout simplement. C'est une phrase qu'il faut encadrer ça. Parler trop technique à une RH, ça te rend difficile à comprendre. Ok. Erreur numéro 2. L'ennui. Moi, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. C'est pas une bonne chose d'être honnête. Je veux dire, s'il s'ennuie vraiment et que son équipe est mauvaise, pourquoi il le dirait pas? Parce que c'est un énorme manque de filtre émotionnel. Le recruteur, il cherche pas à savoir si ton ancienne boîte était nulle. Il cherche à savoir si tu vas être un élément positif dans sa boîte à lui. En psychologie, c'est de l'évitement cognitif. Julien vide son sac parce que ça fait du bien sur le moment. Moi, il se défoule, quoi. Exactement. Mais le signal qu'il envoie, c'est « Attention, dès qu'il y aura un problème ici, je serai le premier à critiquer l'équipe dans son dos ». Ah ouais, le risque de toxicité interne. Et pour les erreurs 3 et 4, le « je verrai » et le manque d'intérêt pour l'intégration. C'est la suite logique. Comme il est focalisé sur sa fuite, sur le fait de quitter un endroit qu'il n'aime plus, il n'a plus d'énergie cognitive pour se projeter. C'est un signal d'alarme énorme pour une boîte. Le recruteur se dit « Ce candidat ne se projette pas avec nous, il risque de partir dans 6 mois ». C'est un risque de turnover direct. D'accord. Donc la RH, elle l'a déjà rayé de la liste. Mais passons à l'analyse de l'entretien technique avec Nicolas. La fameuse erreur 5. Le silence sur l'algorithme. C'est quoi la mécanique derrière ce blocage? C'est ce qu'on appelle le stress inhibiteur. En gros, son cerveau perçoit la question non pas comme un problème mathématique, mais comme une menace vitale. L'amygdale prend le contrôle, le cortisol monte, et le cerveau coupe littéralement l'accès à la mémoire de travail pour se protéger. C'est fou. C'est comme un ordinateur qui gèle parce qu'il n'a plus de mémoire vive. C'est exactement ça. Mais le vrai problème, c'est pas qu'il ne trouve pas la solution tout de suite. Le recruteur ne juge pas seulement ce que tu sais, il juge la façon dont tu réagis sous pression. Et le silence, c'est la pire réaction possible. Le pire mot en entretien, ce n'est pas « je ne sais pas », c'est un silence. Parce que le silence rend la communication. Ça donne l'impression d'une panique totale et incontrôlable. Ok, et l'erreur 6 alors? Sa défense hyper rigide sur Redux, c'est quoi? Totalement. C'est de la rigidité cognitive post-stress. Il vient de paniquer sur l'algo, donc son cerveau s'accroche à la première certitude qu'il a. Redux, je connais, je bouge pas. C'est comme un chef cuisinier qui refuserait d'utiliser un autre couteau parce qu'il aime bien le sien, même si on lui demande de couper autre chose. C'est une super métaphore. Et pour Nicolas, le lead dev, ça veut dire que ce candidat sera impossible à challenger en équipe. Dans la tech où tout bouge tout le temps, la rigidité, c'est rédhibitoire. Ce qui explique aussi les erreurs 7 et 8, son manque de rebond sur Kubernetes et sa vision limitée de la dette technique. Exactement. C'est une pensée binaire. Face au stress, le cerveau simplifie tout, je connais ou je connais pas. Il perd toute sa nuance de senior et adopte une posture d'exécutant junior. Il ne réfléchit plus de manière stratégique. Bon, l'analyse est hyper claire. Mais ce qui est génial avec ce document, c'est qu'il donne les clés pour inverser la tendance. Alors, concrètement, on fait quoi? Si on rembobine la justification du départ, il s'ennuie. Comment il aurait dû le formuler pour que ça passe? La clé, c'est de transformer la fuite en recherche de stimulation. Au lieu de dire « je m'ennuie et mon équipe est nulle », il aurait dû dire un truc comme « j'ai construit des bases très solides dans mon équipe actuelle, mais aujourd'hui je cherche un environnement plus stimulant, techniquement, où je peux me confronter à des problématiques de plus grande échelle. » Ah ouais. L'information de base est la même, il veut partir pour faire des choses plus complexes. Mais le packaging est totalement différent. Il passe de victime à acteur. C'est ça. Le recruteur entend de l'ambition,
pas de la plainte. Super clair. Et pour le gros point noir, le trou de mémoire sur l'algorithme avec le lead dev, c'est quoi la technique d'urgence pour relancer son cerveau? Pensez à voix haute. Immédiatement. Dès que la question est posée, il faut verbaliser. Donc ne surtout pas garder la réflexion dans sa tête. Jamais. Julien aurait dû dire « Ok, première idée très naïve, je ferai une double boucle. Je sais que c'est pas optimal niveau performance, donc je vais essayer de partir sur une table de hachage. » Et le simple fait de parler, ça empêche le cerveau de geler. Tout à fait. Verbaliser maintient le cortex préfrontal actif et fait baisser le stress. Et surtout, ça transforme l'évaluateur en partenaire de réflexion. Le lead dev voit comment tu réfléchis, même si tu n'as pas la réponse finale tout de suite. C'est hyper puissant ça. Et pour la fin de l'entretien, comment il aurait dû gérer la partie où on lui demande s'il a des questions? C'est là qu'un profil senior doit marquer des points. Il faut poser des questions stratégiques. Par exemple, comment est-ce que vous gérez la scalabilité au quotidien? Ou quelle est votre approche concrète pour traiter la dette technique sans ralentir les livraisons? Ouais. Des questions de quelqu'un qui se projette déjà dans l'entreprise en fait. Exactement, c'est ça qui montre ta maturité. Bon, on arrive à la fin de cette analyse. Si on doit faire la synthèse, Julien avait largement le niveau technique pour être recruté. Ce qui l'a pénalisé, c'est pas son code, c'est qu'il n'a pas su montrer sa maturité, sa clarté et sa capacité à travailler avec les autres. C'est vraiment l'idée centrale du rapport. À niveau égal, ce sont les compétences comportementales et cognitives qui font toute la différence. Le vrai secret, la grosse révélation de ce document, c'est cette phrase. L'entretien n'est pas un test de connaissance, c'est une simulation de collaboration. Une simulation de collaboration, ça change tout. Le recruteur se demande juste, est-ce que j'ai envie de régler des bugs avec cette personne tous les jours? C'est exactement ça. Ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, mais comment on le montre sous pression. Et ça m'amène à une pensée un peu provocatrice pour terminer. Si un entretien, c'est juste une simulation de collaboration, ça veut dire que notre façon de communiquer tous les jours avec nos collègues actuels, c'est un entretien d'embauche permanent. C'est profond, ça. Et c'est tellement vrai. Mais ouais, la façon dont on gère un désaccord technique, dont on explique un problème à un junior, ou dont on réagit face à un incident de production. C'est là qu'on s'entraîne vraiment pour nos futures opportunités. C'est pas sur LeetCode, c'est à la machine à café et dans les pull requests. Grave. La meilleure préparation, c'est le quotidien. Voilà. Je pense que c'est le moment parfait pour s'arrêter et laisser ceux qui nous écoutent observer leur propre communication. Dès demain matin, à la prochaine réunion un peu tendue, rappelez-vous de Julien. Respirez, verbalisez et collaborez. Merci pour cette analyse passionnante. Avec grand plaisir. À la prochaine pour une nouvelle exploration.